Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission L'interview de la semaine. Notre invité ce soir est le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler du projet du décret fixant les modalités d'identification des abonnés au service des télécommunications ouvertes au public, adopté par le Conseil des ministres le mercredi 25 février 2015. Nous allons parler aussi de la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10 octobre 2013 à Minamata au Japon. Un projet d'ordonnance a été adopté dans ce sens également par le Conseil des ministres le mercredi dernier. Dernier sujet que nous allons aborder avec vous au cours de cet entretien. Vous le savez, le statut de l'opposition a été adopté à l'unanimité par les députés. C'était le week-end dernier. Une véritable avancée politique pour certains et un recul pour d'autres, à l'image des députés Sadi qui ont voté contre. Nous verrons tout ça avec vous au cours de cet entretien. Mais d'abord, revenons, Monsieur le ministre, à l'identification des abonnés au service de télécommunications. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à adopter ce projet de décret et maintenant? Merci bien. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des téléspectateurs de l'ORTM pour l'attention qu'elle voudrait bien accorder au message que le gouvernement souhaite faire passer auprès d'eux. En vérité, le Conseil des ministres a traité de plusieurs questions, mais il y a un certain nombre de questions très sensibles qui touchent à des habitudes qui peuvent donner l'impression aux citoyens qu'elles créent une situation d'inconfort pour elles. Il est donc normal, dès lors que le gouvernement a décidé, sous la conduite du Premier ministre Modibo Keïta, de faire de la pédagogie en son propre sein et donc le faire en direction des populations, d'expliquer le plus largement possible le sens et la portée des décisions qu'il prend. C'est dans ce sens que ces deux textes auxquels vous avez fait allusion ont fait l'objet d'une attention particulière et les autorités ont estimé qu'il faudrait expliquer aux Maliens que la situation nouvelle qui va être vécue par elles n'est pas créée pour l'inconfort des uns et des autres, mais bien au contraire. Vous savez que la situation sécuritaire dans notre pays aujourd'hui exige de l'État de prendre une série de mesures pour sécuriser les populations et leurs biens, pour sécuriser notre État d'une façon générale. L'identification des abonnés entre dans ce cadre-là. Exactement. Certains pensent que la sécurité se ramène seulement aux questions des forces armées et de sécurité. En réalité, la sécurité, elle est très large. Et dans le cas spécifique, la sécurité concerne la gestion des télécommunications. Vous constaterez, pour ceux qui voyagent, que dans la plupart des pays développés, et de plus en plus dans les pays africains, dans plus de 50 pays africains aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir acheter une puce au bord de la route et commencer à communiquer immédiatement parce que aujourd'hui, les télécommunications peuvent être utilisées par des citoyens de mauvaise foi qui peuvent utiliser les puces téléphoniques pour commettre des crimes et des délits. Au Mali, dès 2010, nous avons, au niveau des autorités de régulation, avec les services de police, eu à neutraliser un certain nombre de délinquants, mais les mesures n'ont pas été prises. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont estimé qu'au lieu d'agir au coup par coup, il faut donner à l'État les moyens institutionnels et juridiques de protéger les citoyens maliens en prenant ce décret d'application d'une loi qui a été votée, qui existe depuis 2011. Okay. De quoi s'agit-il? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter une puce, vous l'achetez immédiatement, vous le mettez dans votre téléphone et puis vous commencez à communiquer, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Il s'agit donc, à partir de l'adoption de ce décret, pour les opérateurs
de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès Internet, pour le régulateur, notamment l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, de travailler en synergie pour faire en sorte que désormais, tous les citoyens maliens abonnés au téléphone ou à Internet puissent être identifiés. Vous savez qu'au Mali, de 2002 à 2014, nous sommes allés d'environ 200 à 300 000 abonnés à près de 20 millions aujourd'hui. Ça, c'est les abonnés au téléphone. Oui, justement, j'allais en venir. Selon nos chiffres, environ 20 millions de lignes, téléphones fixes et mobiles sont en service aujourd'hui. Actuellement au Mali, quelle est la proportion identifiée? Combien de pourcentage avons-nous à peu près? En vérité, depuis 2010, les opérateurs ont entrepris l'identification. Je crois qu'il y a certains citoyens d'air qui sont surpris de voir qu'on les interroge au téléphone. On les appelle souvent des bureaux de Orange Mali ou de Sotelma Malitel pour demander leur filiation, quand est-ce qu'ils sont nés, leur position géographique. Certains avaient pris un peu peur. En vérité, c'est parce que les opérateurs avaient commencé à prendre le devant depuis 2010. Aujourd'hui, il y a environ 20 à 30% d'abonnés qui sont identifiés à l'initiative des opérateurs et sur incitation nationale du régulateur. Mais aujourd'hui, il y a des mesures législatives, réglementaires, contraignantes qui rendent obligatoire pour les opérateurs de ne plus vendre les cartes SIM à partir d'un certain délai. On en reviendra, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il y a des cartes qui sont dans les circuits, il faut leur donner le temps de les évacuer. Ils ne pourront plus les vendre sans identifier les abonnés. Et le processus va prendre 12 mois, je reviendrai spécifiquement là-dessus, parce que c'est un sujet sensible que les populations doivent bien comprendre. Alors, concrètement, comment les opérations d'identification vont être menées sur le terrain? Vous l'avez dit, vous débarquez aujourd'hui à l'aéroport international Bamako-Sénou, où vous arrivez à l'autre gare de Sougounounkou, vous achetez une piste comme ça, comme des petits pains. Alors, devant ce capharnaüm, là, comment vous arriverez à mettre un visage derrière chaque utilisateur? Ce qui va se faire à partir de l'adoption du décret, c'est d'abord communiquer, expliquer. Dès que le Conseil des ministres a adopté le décret le mercredi, aux environs de midi 13h, à 16h déjà, j'ai reçu les PDG de Orange Mali, de Sotelma Malitel et de Atel, accompagnés du régulateur, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, pour leur dire qu'à partir de cette date, il faut qu'ils prennent des dispositions pour que d'abord tous les citoyens maliens soient informés largement. Donc il y a une stratégie et un plan de communication qui va être élaboré et par les sociétés, chacune en ce qui la concerne, et par le régulateur qui va s'étendre sur une longue période. Deuxièmement, nous avons une claire conscience que des mesures comme ça, des habitudes que les citoyens ont déjà prises, ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Tout à fait. Ce qui fait que nous avons indiqué dans le texte que les cartes SIM qui sont déjà dans le circuit, les opérateurs ont 3 mois pour finir de les écouler et arrêter le processus. 3 mois à partir d'aujourd'hui. Okay. Les opérateurs ont 3 mois parce qu'on s'est dit qu'il y a des cartes qui sont déjà dans le circuit auprès des revendeurs dans les régions, dans tous les coins. Ils ont 3 mois. Une fois que ce stock est épuisé, ils ne sont plus autorisés à vendre des cartes SIM sans avoir identifié les abonnés. Mais j'imagine qu'ils commencent déjà. Mais l'ensemble du processus prend 12 mois. C'est complexe parce qu'il s'agit de changer les habitudes des populations. Et donc, au bout d'un certain délai, toutes les cartes SIM qui n'auront pas été identifiées seront systématiquement débranchées, ce qui va obliger certainement les détenteurs de ces cartes à se rendre eux-mêmes auprès des opérateurs pour procéder à l'identification. Et pour faciliter l'identification, nous avons indiqué une série de pièces à fournir, partant de la carte d'identité, du permis de conduire, de la carte NINA, du récépissé pour les associations et les organisations, ainsi de suite. La stratégie de communication des opérateurs et du régulateur feront ressortir. Il y aura des débats à la télévision, les médias seront associés largement, les radios privées à l'intérieur du pays. L'ensemble du dispositif médiatique dont notre pays dispose va être associé à cette campagne. Les communicateurs traditionnels, pour que les Maliens vibrent au même diapason, que chacun comprenne que c'est une question de sécurité nationale dans une certaine mesure qui est posée. Et lorsque les questions de sécurité sont posées, je crois qu'on doit parler le même langage. Et l'État a décidé
de créer les conditions pour que cette transition puisse se faire en douceur, sans heurter les populations et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, dans ce processus, quelles sont les responsabilités et des opérateurs et des abonnés, notamment en cas de vol ou de perte de moyens d'accès aux services de télécommunication? Les opérateurs n'ont plus le droit, à partir de ces mesures, de vendre une carte sans avoir identifié au préalable l'abonné. Deuxièmement, un abonné, donc conséquemment, il ne peut pas avoir la carte, mais ceux qui ont déjà les cartes, lorsque votre carte est volée ou elle est perdue, vous avez l'obligation de les déclarer immédiatement à l'opérateur, qui à son tour a l'obligation de les déconnecter immédiatement. Si vous ne le déclarez pas et qu'un crime est commis ou un délit à partir de votre carte SIM, naturellement les enquêtes vont commencer par votre personne. Si vous le déclarez, l'opérateur a l'obligation de les déconnecter. S'il ne le fait pas, il est aussi responsable de cela. Et donc les responsabilités sont partagées et nous imaginons que ce partage de responsabilités va se faire dans le sens de l'intérêt national et, comme je l'ai dit, de la sécurité des citoyens et de leurs biens. Justement, parlant de sécurité, est-ce que le projet prend en compte la situation des téléphones satellitaires? C'est très utilisé par les terroristes, les narcotrafiquants qui sont un peu dans les déserts. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler désormais leur communication? L'ensemble des communications qui sont émises à partir de notre territoire ou qui sont reçues sur notre territoire, sur des moyens, sur des terminaux bien précis, sont concernés par ce décret. Et l'État se donnera les moyens, à travers les régulateurs et d'autres services, de pouvoir contrôler, surveiller, autant que faire se peut. Vous savez, c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas risque zéro, mais l'État se donnera les moyens de réaliser le contrôle sur l'ensemble de nos territoires. Oui, les cartes SIM, on sait, il y a des opérateurs, il y a Malitel, il y a Orange, mais pour les téléphones satellitaires, par exemple, comment vous allez... Je précise que les téléphones satellitaires, certains ont des fréquences qui sont données sur notre territoire, mais d'autres sur des territoires étrangers. Et je précise, je l'ai dit, l'État malien se donnera les moyens techniques et technologiques et les moyens financiers nécessaires pour que la sécurité de notre pays et de nos citoyens soit assurée, aussi bien en ce qui concerne les téléphones satellitaires que les téléphones mobiles, les cartes SIM ordinaires. Maintenant, c'est une question qui relèvera des spécialistes qui sont payés pour ça. D'accord. Alors, le délai, vous avez dit 12 mois. Est-ce que ça veut dire que toute l'opération prend fin au bout de 12 mois ou bien c'est la première phase seulement qui va s'étaler sur 12 mois? En réalité, les premières phases de l'opération ont commencé déjà, les opérateurs ont déjà commencé à identifier. Ce qui est expressément dit dans le texte, c'est qu'au bout de 12 mois, la porte se ferme. Autrement dit, tous ceux qui n'ont pas été identifiés, de par leur propre volonté ou par les opérateurs, leurs téléphones seront purement et simplement débranchés. Et le gouvernement a tenu compte des expériences vécues ailleurs, parce qu'il y a certains pays où la mesure a été appliquée sans une large explication, ça a suscité des mécontentements, souvent des petits mouvements d'humeur. Et c'est pour cela que nous avons estimé, au niveau du gouvernement du Mali, que la campagne d'explication, de sensibilisation et même de persuasion des citoyens doit se faire le plus largement possible. Et la responsabilité est triple. Il y a les opérateurs, il y a le régulateur qui agit au nom de l'État et naturellement il y a les citoyens. Il s'agit pour le régulateur et les opérateurs de faire en sorte que l'information soit véhiculée le plus large possible. Et pourquoi j'ai dit que tous les moyens dont notre pays dispose, privés, étatiques, informels, traditionnels, vont être mis à contribution. L'exposé que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un point de départ pour expliquer aux citoyens ce qui va se passer. D'accord. Alors, quel sera le coût de cette opération, l'incidence financière? C'est une incidence aujourd'hui qui n'est pas totalement connue, mais je vais vous donner un ordre de grandeur. Déjà en 2010, lorsque nous avions voulu commencer ce processus, alors que les textes tardaient à être adoptés, les opérateurs nous ont fait une première évaluation où ça devait coûter à chacun des opérateurs environ 1 milliard. J'imagine qu'aujourd'hui, avec 20 millions d'abonnés, ça va coûter au minimum 2 à 3 milliards par opérateur. C'est les opérateurs qui vont payer? C'est les opérateurs. Le régulateur aussi, sa partition à jouer. Il est instruit de prendre en charge dans son fonctionnement, dans son budget,
la campagne de sensibilisation, c'est ça, parce que c'est lui qui joue la part qui revient à l'État. Et naturellement, les organes de presse, les différents moyens de communication dont notre pays dispose, que je viens de citer plus haut, seront mis à contribution. Et là où, naturellement, la communication, elle est payante, donc les opérateurs et les régulateurs vont mettre en quelque sorte la main à la poche. Les opérateurs pour leur propre compte et les régulateurs pour le compte de l'État. Monsieur le ministre, l'autre projet adopté cette semaine par le Conseil des ministres, c'est celui autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. Cette convention, faut-il le rappeler, a été adoptée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans la perspective de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets de mercure et de composés de mercure. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, la ratification de cette convention va changer quoi en termes d'utilisation et d'importation des produits contenant du mercure? Je dois dire que ce texte est abordé par le gouvernement et c'est pour cela que nous sommes là pour expliquer à nos concitoyens comme un texte sensible qui va toucher dans son application à certaines habitudes, à certaines façons de vivre, à certaines façons de faire qu'il faudra changer. Et ce changement doit être expliqué dans son fondement et surtout dans ses conséquences. Vous avez parlé de Minamata, j'imagine que vos téléspectateurs vont se dire mais qu'est-ce que c'est Minamata, c'est quoi? Je dois dire brièvement, c'est le nom d'une contrée japonaise où dans les années 1930, une usine de plastique déversait donc ces produits dans la zone et qui a contaminé sur le plan écologique la contrée. Et quelques années plus tard, on a constaté des morts. Il y a plus de 1000 morts. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui sont malades. Et donc, c'est à partir de cette zone-là qui a donné son nom à cette maladie, pour que les uns et les autres comprennent d'où vient Minamata. Maintenant, le système des Nations Unies, l'ensemble des organisations internationales ont décidé de faire de cette question une question de portée mondiale. Parce que les dégâts que fait le mercure dans le monde, ce n'est pas seulement à Minamata. Et c'est pour cela que cette convention a été adoptée. Et je dois dire que les autorités du Mali ont tenu à être parmi les premiers pays à ratifier ce document. C'est d'autant plus que dans notre pays, il y a des contrées entières qui sont victimes sans le savoir. Et c'est pourquoi c'est important d'expliquer, sans le savoir, des conséquences du mercure. Oui, justement, de l'utilisation du mercure sur leur santé et sur la santé de leur future génération d'ailleurs. Parce que ça peut s'étendre sur plusieurs générations. Et justement, est-ce qu'on a une idée des zones, la quantité de mercure utilisée par les mines d'or, les usines de plastique, les services informatiques, l'ampleur? Quelle est l'ampleur de l'utilisation du mercure? Ce qu'on peut dire, c'est que ici, c'est une question de quantité, même pas de qualité. C'est-à-dire, quelle que soit la zone où il y a les risques que le mercure, qui est un produit qui existe en état naturel, mais qui, traité d'une certaine façon, peut atteindre les organes de l'homme, j'y reviendrai, quelles que soient ces zones, l'État a le devoir de protéger les citoyens. Et c'est dans ce sens que les zones aurifères sont les zones les plus visées. Parce qu'en fait, dans le cadre de l'orpaillage traditionnel, il y a des produits qui sont mélangés alors pour pouvoir le parfaire et l'extraire. Ces produits sont constitués essentiellement de mercure. Et les citoyens, sans le savoir, les utilisent, ils inhalent le gaz. Ce gaz se propage dans la nature, se dépose dans les cours d'eau. Et donc, les fleuves, les poissons qui vivent dans ces cours d'eau, l'eau de ces cours d'eau qui est bue par les populations, donne des maladies. Et dans certaines zones aurifères, les populations ont remarqué il y a quelques années, des enfants qui naissent avec des déformations, plus le crétinisme, c'est-à-dire les gens se développent intellectuellement
il y a énormément de maladies. Je crois que ce travail aussi va être fait de façon très pédagogique. Le ministère chargé des mines a été instruit par les hautes autorités de prendre des lois plus contraignantes pour traduire cette législation en législation nationale et mieux protéger les citoyens maliens. Et je crois que dans ce processus-là, il y aura une campagne d'explication qui permettra aux uns et aux autres de savoir les différentes maladies, je ne peux pas les citer toutes ici, que les citoyens peuvent avoir. Le plus grand danger, c'est que c'est une maladie, c'est des maladies, disons, qui peuvent se développer sur plusieurs années. C'est sur leurs enfants, leurs petits-enfants qu'on verra les conséquences. D'autres, dès maintenant, on le sent sur eux. Et ceux qui l'utilisent, ce n'est pas eux seulement qui sont victimes, mais tous qui sont dans la contrée. La contrée peut être contaminée pour des générations. Et c'est pour cela qu'il est important, en tout cas du point de vue du gouvernement de la République du Mali, que très vite, il soit parmi les premiers. Dans le monde, il y a moins de 10 pays qui l'ont ratifié, et nous sommes parmi les premiers. Il soit parmi les premiers à le ratifier, un. Deuxièmement, le président a demandé qu'une législation spécifique soit prise au Mali, contraignante, dont l'objectif sera essentiellement de protéger les citoyens de la République du Mali. Voilà, et donc sur cette question, ce que je dis aujourd'hui n'est qu'un point de départ pour que désormais, ou demain, lorsque les mesures seront prises par les services compétents de l'État, les uns et les autres ne comprennent pas qu'ils sont venus les empêcher d'exercer leur activité normale, d'autant plus que c'est un danger pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et les petits-enfants de leurs petits-enfants, et d'ailleurs pour toute la zone. Et c'est une obligation de l'État. Comme je disais, les questions de sécurité, ce n'est pas seulement la défense du point de vue militaire. Donc c'est la sécurité des personnes et des biens du Mali qui est encore en jeu ici. Pour le moment, est-ce que vous avez un mécanisme de contrôle de l'utilisation faite de ce produit-là, des normes de stockage, et même de la remise en l'état des sites contaminés? Vous parlez tout de suite des zones aurifères. Absolument. Aujourd'hui, j'ai eu un long entretien avec le ministre des Mines, que je remercie, avec ses services, pour me permettre de fixer les grands traits de la future campagne qu'ils vont mener. Le relais va être pris par les services compétents de l'État. Ils ont une citation claire aujourd'hui de ce qu'il faut faire au Mali. Et c'est pour cela que, pour donner un fondement légal à tout ce qui va être fait, des dispositions législatives et réglementaires vont être prises très vite, de manière à donner aux agents de l'État les moyens légaux d'agir, d'autant plus que la connaissance du dossier est assez approfondie dans notre pays. Il s'agissait d'une décision politique. En réalité, sans Minamata, c'est une question qui était connue au Mali, sans même cette convention internationale. Et donc, il s'agit d'un choix politique qui est fait aujourd'hui pour aller vite et donner les moyens de protéger ces populations. C'est une convention internationale, vous l'avez dit. Alors, quelles sont les obligations des États partis au titre de cette convention de Minamata? En réalité, il faut avoir 50 États pour que ça s'impose à tout le monde. Et pour le moment, on est à moins de 10 États. Moins d'une dizaine, mais vous savez, quand on prend des mesures comme ça pour tout le monde, il y a des États qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ce n'est pas tellement le premier de leurs soucis. Mais nous, compte tenu de la situation de nos populations, notamment dans les zones aurifères et dans les zones où il y a des usines qui déversent les produits non traités dans les eaux, c'est un impératif pour notre gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de le tenir à bras-le-corps et nous y attaquer tout de suite sans attendre les ratifications qui viendront pour 50 États. Et c'est ce qui justifie justement l'insistance des autorités de notre pays d'élaborer rapidement et en urgence notre propre législation nationale qui doit pouvoir s'appliquer tout de suite. Et ce que je voulais lancer comme message avant de passer sur cette question, c'est que tout le monde comprenne. Tous ceux qui sont impliqués dans la question d'extraction de l'or. Qu'en voulant bien faire, notamment les orpailleurs traditionnels, on met en danger notre pays, la sécurité de ses citoyens. Quand vous allez dans les zones aurifères aujourd'hui, vous avez, tout de suite le ministre des Mines me disait, des villages de 800 personnes qui ont été totalement dépeuplés. Il ne reste même plus que 30 personnes. Tout le monde est allé dans les zones aurifères. Les traditions de travail sont en train d'être perdues. Il y a des pays qui ont pris leurs responsabilités depuis des années, qui ont interdit ces pratiques chez eux. Ceux qui le font se sont transportés au Mali. Parce que c'est au Mali qu'ils considèrent que l'État est faible. L'État ne s'assume pas. Ils ont installé des petites usines où ils font travailler les Maliens.
dans les activités les plus dangereuses. Pourquoi l'État n'interdit pas? Mais à un moment, il faut se décider, c'est ce que je dis. C'est ça qui est fait aujourd'hui. Les nouvelles autorités ont dit qu'il faut arrêter cela. Et il se trouve que dans ce processus, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Parce qu'en vérité, ceux qui sont exposés, à supposer même qu'il ait de l'or, c'est peut-être 5-10% du revenu, mais ceux qui s'enrichissent effectivement avec ça, ce n'est pas ceux qui sont exposés. Oui. Et protéger les populations les plus démunies, c'est l'obligation de l'État. Et c'est pour cela que les autorités ont dit qu'il faut mettre un terme à cela aujourd'hui. Il faut se donner les moyens institutionnels et légaux pour que nos forces de sécurité, notre administration puisse agir légalement. Et le message donc que je voudrais lancer à nos populations, c'est de comprendre que ces mesures-là, c'est pour les protéger. Deuxièmement, tous ceux qui ont intérêt là-dedans, parce qu'il y a des forces sociales qui ont intérêt à ce que ça continue. Il y a des personnalités qui ont intérêt à ce que ça continue, qui sont des personnalités très respectables. Il faut qu'elles comprennent que les mesures qui vont être prises ne les visent pas particulièrement et qu'il faut qu'ils jouent le jeu. Parce que de toute façon, après la phase de sensibilisation, l'État va passer à la phase de mise en œuvre contraignante. Et il n'est pas souhaitable que des personnalités d'une certaine respectabilité se trouvent citées parmi ceux qui incitent la population, qui encouragent ces choses-là. Celles qui ne comprennent pas, je crois que le travail d'explication et les conséquences qu'ils voient sur leur vie au quotidien, les maladies qu'ils vivent, leurs enfants, les naissances qui se font dans ces villages, vont les sensibiliser. Parce qu'encore une fois, aussi bien concernant l'identification des abonnés que cette question, et certainement j'y reviendrai là-dessus plusieurs fois, aussi longtemps que j'exercerai la fonction de porte-parole du gouvernement, il faut qu'on explique aux citoyens, il faut qu'on les sensibilise, afin de faire en sorte que les décisions du gouvernement soient bien comprises dans leur portée et les conséquences pour le bien-être des populations de notre pays. Une fois que ce travail est fini, il faut que l'État s'assume. Parce que si l'État ne s'assume pas, il y aura toujours des résistances de toute façon. Mais les conséquences, c'est toujours les plus faibles qui en font les frais. Voilà les messages que je voulais faire passer concernant ces deux questions. Message bien saisi. Après, la carotte, les bâtons. L'actualité, monsieur le ministre, c'est aussi l'adoption par l'Assemblée nationale le 19 février dernier du projet de loi portant statut de l'opposition. Après des débats houleux, 140 voix pour, 6 contre et 0 abstention. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette loi, monsieur le ministre, l'opposition est mise dans ses droits politiques? Le statut de l'opposition, à vrai dire, l'idée n'est pas nouvelle. Le premier texte date de 2000. Mais vous voyez que tellement il est méconnu dans son application, c'est tellement faute d'explication ou d'application concrète, que vous-même, vous avez l'impression que c'est nouveau. Oui. Et j'imagine que dans l'opinion publique, d'une façon générale, c'est ce que les gens pensent. Il n'y a que les initiés, les responsables politiques qui savent qu'il y a cette loi-là. Et c'est ce qui explique aussi l'exercice que nous faisons aujourd'hui à la demande des autorités de notre pays. De quoi s'agit-il? Le processus démocratique de notre pays a aujourd'hui plus de 20 ans. Même pour un homme, c'est quand même l'âge de la responsabilité. Et le président de la République a indiqué pendant sa campagne que l'un de ses objectifs, c'est d'approfondir le développement institutionnel de notre pays, d'approfondir le processus démocratique. Et je crois que l'un des leviers que le gouvernement a dans ses mains, c'est de créer les conditions d'une vie civilisée, d'une relation civilisée entre l'opposition et les gouvernants. Le Premier ministre Modibo Keïta, une fois installé dans son fauteuil, vous l'avez tous vu, a pris son bâton de pèlerin pour aller chez les partis de la majorité, mais aussi chez les partis de l'opposition. Il les a reçus régulièrement à leur demande. La plus grande illustration, c'est après les événements de Gao. Dès que le président a quitté Gao, l'opposition s'est rendue à Gao. Le lendemain, ils ont demandé à voir le Premier ministre pour lui rendre compte. C'est quelque chose, c'est une démarche que nous avons appréciée pour lui rendre compte de leur visite à Gao. C'est pour vous citer un peu le décor. Et donc aujourd'hui, les hautes autorités de notre pays
veulent ardemment faire en sorte que l'opposition soit respectée, que l'opposition soit préparée un jour, si elle doit arriver au pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans une logique où les gens restent amers jusqu'au jour où ils prennent le pouvoir. Ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun droit. Ils sont des citoyens de seconde zone. Et je crois que les uns et les autres ont tiré les leçons des dernières années, sinon même de l'histoire politique contemporaine de notre pays. Et c'est pour ça qu'un accent particulier a été mis sur cette question. Et les autorités ont tenu à ce que cette loi soit votée, pour faire en sorte que l'opposition se sente sécurisée, respectée, comme une partie importante dans laquelle la population du Mali en partie se reconnaît. Il y a des citoyens qui ont voté pour eux. Et donc on ne peut pas les prendre comme s'ils n'existaient pas. C'est un peu l'esprit dans beaucoup de pays, mais je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État est décidé à passer ce cap-là pour faire en sorte que, à la fin du mandat, on puisse dire, aucun opposant en tout cas ne puisse dire qu'il a été brimé, il a été empêché de parler, il a été emprisonné pour telle ou telle raison, pour ses opinions, il n'a pas eu accès aux médias, il n'a pas été considéré, il a été complètement tenu pour moins que rien. Je crois que c'est ça qui motive. C'est le seul avantage que le gouvernement... Vous savez, ce n'est pas seul. Faire en sorte que la démocratie progresse. Parce que la démocratie, c'est la majorité de l'opposition. La majorité est installée au pouvoir. Il a les leviers du pouvoir. Il exerce le pouvoir au nom du peuple. Il a les moyens d'exercice du pouvoir. Et l'opposition est laissée pour compte, regardée comme moins que rien. À part pendant les débats à l'Assemblée, les gens ont l'impression qu'il n'a aucun droit. Eh bien, à partir de maintenant, le chef de l'opposition est institutionnalisé. Il aura droit à la considération due en son rang. Parce que, comme je dis, il y a des citoyens qui ont voté pour lui. Il n'est pas n'importe qui dans le pays. Il aura les regards sur le plan protocolaire. Il est, sur le plan protocolaire, il est traité comme un ministre. Sur le plan des différents traitements de tout genre, il est traité comme un vice-président de l'Assemblée nationale. Il a le droit aujourd'hui de recevoir ou d'être reçu par les missions étrangères sans qu'aucun soupçon ne pèse sur lui. L'essentiel, nous considérons que nous sommes tous les Maliens. Les intérêts fondamentaux de notre pays ne seront marchandés ni dans une chancellerie, ni dans le bureau du chef de l'opposition. Et il est malien comme nous tous. Et donc ça, c'est dans le temps, quand un opposant reçoit des représentants étrangers ou lorsqu'il se rend dans des ambassades, il est vu d'un certain œil. Aujourd'hui, cette page est tournée. Il est considéré comme majeur, responsable, appelé demain à diriger dès lors que l'alternance fonctionne. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'opposition sont appelés un jour à prendre les charges du pays. Et la meilleure façon d'ancrer notre démocratie, c'est de faire en sorte que l'opposition soit préparée à exercer le pouvoir le jour où il doit y arriver. Et donc, de notre point de vue, en tout cas du point de vue du gouvernement actuel, c'est un pas important dans l'approfondissement du processus démocratique, qui n'est pas parti de rien. Donc, il ne faut pas faire croire qu'il n'y avait rien, il y avait quelque chose, il s'agissait de l'améliorer. Oui, justement, c'est vrai, pour certains analystes politiques, même pour certains hommes politiques, l'adoption de cette loi constitue une avancée majeure pour la démocratie malienne, c'est évident. Mais pour d'autres, par contre, à l'image de Omar Marko, du parti SADI, pourtant, un parti membre de la mouvance présidentielle, la création du poste du chef de file de l'opposition est un problème parce que, je le cite, ils veulent nous amener à une démocratie de connivence, de soupe à partager et de misère pour le peuple. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les partis à l'Assemblée nationale, aussi bien de la majorité que de l'opposition, s'expriment librement. Et l'objet d'ailleurs de cette loi, c'est de créer les conditions pour que tous les avis puissent être connus par le peuple sur toutes les questions. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs de répéter intégralement la position du parti SADI, pour que les citoyens le savent. Et c'est l'objet d'ailleurs de cette loi, faire en sorte que toutes les opinions puissent être respectées. Mais vous aurez constaté depuis quelques temps, et il y a quelques jours, nous avons été interviewés relativement au refus de l'opposition de participer
à la table ronde des forces vives que le gouvernement a organisées avant d'aller à Alger pour partager le projet d'accord, l'opposition a décidé qu'elle ne participe pas. Et lorsque nous avons été interpellés là-dessus, notre réponse a été que nous ne faisons pas de commentaires des positions de l'opposition, nous les respectons, jusqu'à ce que nous estimons au niveau du gouvernement que la nécessité de répondre s'impose. Aujourd'hui, c'est un avis d'un parti qui a été donné. Je crois que cet avis, il faut qu'on le respecte. Le parti Sadi, c'est un parti qui occupe une place qui est la sienne. Nous les respectons, nous ne voulons pas commenter plus longtemps. Nous constatons seulement que l'écrasante majorité, sinon même la totalité des députés, excepté les députés de Sadi, ont voté la loi. Et maintenant, la suite, c'est le temps, le peuple qui va juger, et le temps verra si c'est une bonne chose ou non. Notre conviction, c'est que le peuple, dans sa grande majorité, l'approuve, et le temps montrera que c'est une bonne chose. Alors, et que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a les chefs de file de l'opposition, mais pas les présidents des partis politiques d'opposition, précision de certains hommes politiques qui estiment que c'est un poste budgétivore? Vous l'avez dit, le chef de file de l'opposition sera traité comme un ministre. Est-ce qu'on a une idée combien le chef de file de l'opposition va coûter au budget national? Il est traité sur le plan protocolaire comme un ministre. Mais du point de vue de son traitement, il relève du budget de l'Assemblée nationale. Donc il est traité comme un vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous savez que les règles à l'Assemblée, c'est que c'est le bureau de l'Assemblée qui décide de ces questions. Ça peut changer d'une année à l'autre. Ce que je veux dire simplement, c'est que au-delà des questions financières, je crois qu'il faut qu'on voit l'importance de cette question. Le chef de l'opposition tel qu'il est prévu dans la loi, c'est un homme qui a le plus grand, c'est le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés. En tout cas, c'est ce parti-là qui le désire. Imaginez un peu à l'Assemblée nationale, que vous ayez 100 députés, l'opposition se retrouve avec 49. C'est un cas d'école qui peut bien arriver, et la majorité a 51 députés. Et vous exercez au nom du peuple à l'Assemblée. Et ce député qui a 49 élus derrière lui, donc dans lequel une bonne partie du peuple a investi sa confiance, se trouve être traité comme moins que rien, pour ainsi dire, ou se trouve dans une situation où on compte si c'est 1 million, 2 millions, 3 millions qu'on met à sa disposition pour exercer la notabilité, j'allais dire la notoriété, qu'il a été confié par les électeurs. Parce que je crois qu'on ne peut pas ramener tout à des problèmes d'argent. Et c'est pour cela que nous estimons que c'est un choix politique important sur lequel le président a personnellement insisté, et c'est du confort de la démocratie. Et c'est bien pour notre pays. Je pense qu'il n'est pas bon que quelqu'un dans lequel le peuple a investi sa confiance, qui souvent est une personnalité qui a exercé d'autres fonctions avant d'être député, ou qui en exercera après, qu'on ne crée pas les conditions de confort, de respectabilité, de considération, j'allais dire de notabilité pour lui. En le faisant, en réalité, on met dans un état de confort l'ensemble de ceux qui se reconnaissent dans sa personne, ceux qui ont voté pour lui. On les considère aussi. Ils verront à travers la considération que le gouvernement a pour leur chef, la considération que le gouvernement a pour eux. Je crois que c'est le sens que le président voulait donner à ce texte-là. Montrer qu'être élu président de la République, avoir la majorité ne signifie pas que les autres citoyens et ceux dans lesquels ils se reconnaissent sont mis à côté dans la gestion du pays. Et je pense personnellement que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, la loi, elle entre en vigueur quand? Est-ce qu'elle a déjà été promulguée par le président de la République? Bon, c'est en voie de promulgation. Je crois que dès lors que le gouvernement
a fait le nécessaire pour que la loi passe, j'imagine que la promulgation ne saurait prendre du temps. Alors, actualité oblige, monsieur le ministre, depuis 2 jours, il y a des affrontements entre Guinéens et Maliens à Sananfaras, dans la commune rurale de Nouga, dans le cercle de Kangaba. Les bilans étaient de 3 morts et 11 blessés. Quelle est aujourd'hui l'évolution de la situation et qu'est-ce que le gouvernement fait pour résoudre ce problème-là? Nous nous en voudrions si nous ne parlions pas de cette question. Notre opinion publique ne se plaigne pas encore une fois d'apprendre certaines nouvelles à partir de la presse étrangère. De quoi s'agit-il? Il y a dans la zone de Sananfara, c'est une zone frontalière de notre pays frère de la Guinée, où les populations ont découvert beaucoup d'or. Brusquement, les orpailleurs se sont mis à trouver en quelque temps 4-5 kilos d'or. Et la nouvelle donc s'est propagée. Et donc, il semble, en tout cas au stade actuel, les informations que nous avons, c'est que des populations avec lesquelles elles travaillent d'habitude, en réalité, vous savez, aux frontières, souvent c'est les mêmes familles qui se partagent le même espace géographique. Et donc, leurs frères de l'autre côté de la frontière ont estimé que ce territoire-là, c'est pour eux. Donc, il faut qu'ils quittent les lieux. Et donc, il y a eu une attaque surprise contre ces populations maliennes, dont certains se sont réfugiés d'ailleurs. Il y a eu des pertes en vies humaines. Vous savez, dans ces situations, il faut garder beaucoup de sérénité et ne pas céder à l'amalgame. Notre pays aujourd'hui et la Guinée ont d'autres guerres à mener. Notre pays contre les terroristes, la Guinée contre Ebola. Et vous avez vu les caravanes que le gouvernement a envoyées récemment pour soutenir ces pays. Et donc cet incident, notre souhait, c'est qu'il ne soit exploité par personne pour dire qu'il y a des Guinéens et des Maliens qui se sont affrontés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits, j'allais dire, intérêts locaux et souvent de l'incompréhension. Parce qu'en vérité, les gens ont l'habitude de travailler ensemble, on ne sait pas pourquoi. Certains seront poussés à dire qu'il faut que d'autres, pour parler terre à terre, dégagent et qu'ils occupent les lieux. Et pour donc calmer les choses, le gouvernement a dépêché 2 ministres, le ministre des Mines, Boubou Cissé, et le ministre chargé de la Sécurité, le général Sada Samake, qui sont allés sur les lieux, qui ont constaté ce qui s'est passé et qui ont pris des mesures de sécurisation des populations du Mali et de la frontière d'une façon générale. Et aujourd'hui même, d'après les dernières informations qui nous ont été communiquées, les forces de sécurité sont parties massivement pour sécuriser les lieux et faire en sorte que cette incompréhension entre quelques individus ne dégénère pas en incompréhension entre les populations de la zone et même d'autres exploitations que les uns et les autres voulaient en faire. Nous avons pris au niveau de notre gouvernement les dispositions nécessaires pour que la situation s'apaise, se calme. Mais vous savez, dès qu'il y a perte en vies humaines, c'est comme une poudre, il suffit d'une petite étincelle. Donc, ça peut évoluer dans un sens ou l'autre. Mais le gouvernement a pris les dispositions pour d'abord présenter les condoléances aux familles des disparus, transporter les malades qui sont à l'hôpital Gabriel Touré et sécuriser les lieux. Maintenant, nous attendons en espérant que les forces de sécurité qui sont sur place veilleront à ce que les choses se passent mieux. Les renforts qui sont partis ont été attaqués en embuscade avec des fusils de chasse, n'est-ce pas? Mais les indications de nos autorités, c'est de ne pas perdre son sang-froid dans cette situation. Nous avons d'autres guerres à mener que celle-là. Monsieur le ministre, vous avez un message à l'endroit des citoyens, que ce soit sur l'abonnement des abonnés au téléphonique, que ce soit sur la convention de Minamata, le statut de l'opposition? Le message que nous voulions transmettre à nos concitoyens, au nom des autorités de notre pays, le président de la République et le Premier ministre, c'est de dire que le gouvernement a pris la décision d'expliquer tout ce qu'il fait. Parce que c'est un citoyen responsable, c'est un citoyen bien informé. Les décisions qu'on prend ne feront jamais l'unanimité. Comme le dirait l'autre,
même Dieu qui a créé les hommes, il y en a qui contestent son existence. C'est leur droit. Mais le plus important pour le gouvernement, c'est d'être lui-même convaincu du bien fondé des décisions qu'il prend. Qu'elles se prennent dans l'intérêt de la majorité, sinon de la totalité des Maliens. Une fois cette conviction assise, il faut la traduire en actes. Et la traduction en actes peut susciter des incompréhensions. Et c'est pour cela que le gouvernement est en train d'élaborer une stratégie de communication gouvernementale qui sera essentiellement de la pédagogie, c'est très important, du partage de l'information, de manière que les citoyens se positionnent en toute connaissance de cause et non pas à partir des rumeurs ou de l'intox. Une fois que les citoyens auront compris, ils sont majeurs pour faire leur choix et porter leur appréciation. Et donc, il s'agit de rendre compte, si ce n'est au quotidien, mais en tout cas régulièrement, de tout ce qui se prend comme décision pour permettre aux citoyens de porter l'appréciation appropriée sur ce que le gouvernement fait. Il y aura toujours des désaccords. L'essentiel, c'est de pouvoir faire avancer. Et le message que nous voulons transmettre à nos citoyens, et c'est celui-là, à un moment donné, certains diront que le gouvernement s'explique trop, se justifie d'ailleurs souvent, mais on fera la part entre le moment de s'expliquer, le moment de se justifier et le moment où il faut agir. Et je crois que c'est l'action qui portera, et c'est sur ça que le peuple malien va juger les autorités qu'elle a installées en toute liberté. Merci bien. Okay. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Nous disons une fois de plus merci à Monsieur le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement qui était notre invité. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et bonne suite des programmes de l'ORTM.